Rebonjour, ici en direct du Salon du Littoral pour cette 4e édition. On poursuit notre cycle de conférences et de rencontres. Je vous propose de ne pas perdre de temps parce qu'on voit que l'horloge file à toute allure. Et on a la chance d'avoir en visio Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur des pôles. Bonjour Bon. Olivier. Et je vous Bonjour, vous cède, allez bien? ça va très bien, je vous cède tout de suite la parole pour vos quelques mots introductif et puis dans la foulée, on se retrouvera avec Laurent Balesta pour sa grande conférence sur Gombessa 5. Merci à vous. Écoutez, d'abord, merci et bonjour à toute la région Occitanie, qui est chère à mon cœur, et bravo pour ce rendez-vous autour des questions du littoral. On ne se rend pas bien compte des enjeux maritimes. On est ému, et à raison, quand des espèces disparaissent, quand des dauphins dans le golfe de Gascogne réapparaissent sur les plages morts, pris dans les filets, quand les dauphins sont maltraités, mais on oublie aussi un peu les humains. À la fin de ce siècle, en 2100, ce sont plus d'1,5 milliard d'humains qui vivront dans des espaces menacés de submersion, dans les grandes villes, Jakarta, Bombay, Dakar, mais aussi Le Havre, mais aussi Dunkerque. Et donc, voilà, la mer, elle finit un jour ou l'autre par se venger des affronts qu'on lui fait. Ces affronts sont ceux évidemment de la perte de biodiversité, sont ceux du transport maritime qui apporte son lot de carbone, hélas. Et donc, c'est une des raisons du rendez-vous que nous allons tenir dans quelques semaines, quelques mois à Brest, le One Ocean Summit, pour essayer de créer des coalitions à l'échelle mondiale, parce que, par principe, la mer, ça n'appartient pas qu'à un seul pays. Il n'y a aucune mer qui n'appartient qu'à un seul pays. C'est un objet partagé, c'est un bien commun. L'océan est un bien commun. Et donc, c'est dans la solidarité, c'est de région à région, comme vous le faites en Occitanie, c'est avec les autres riverains qu'on peut construire des logiques vertueuses, saines, non polluantes, moins polluantes. C'est ensemble que les scientifiques peuvent travailler ensemble. C'est aussi que les explorateurs le font. Et je voudrais saluer le travail que fait Laurent Balesta en Méditerranée. J'étais hier avec lui quand il a reçu la grande médaille du prince Albert Ier à Paris. Et il est là, ici, aujourd'hui avec vous, et il saura vous faire vivre cette fragilité du monde, cette beauté du monde et ces mystères extraordinaires qui sont ceux de la mer. Alors, il y a plein d'enjeux importants en ce moment. Une grande négociation qui se tient, qui dure depuis 2 ans, et le prochain round est à New York au mois de mars sur ce qu'on appelle la haute mer. La haute mer, c'est 60% de la mer, qui elle-même fait 70% du territoire mondial. Donc, c'est en gros le sort des 50% de la surface du globe qui se décide sur la question de l'exploration, d'exploitation des grands fonds, sur toutes sortes de sujets, la protection avec les aires marines, avec la préservation de la biodiversité. C'est des grands enjeux qui, je le répète, ne touchent pas que la faune et la flore, ça hélas c'est le cas, mais aussi notre propre espèce. Et je crois que votre rendez-vous, parce qu'il réunit des professionnels, il réunit des vigies aussi, un peu partout, tant dans les pôles, que connaît bien Laurent Balessa, notamment pour la partie antarctique, mais aussi dans l'Arctique, se jouent des choses très graves. Pour avoir été au Groenland cet été, pour savoir ce qui se passe en Antarctique, eh ben, on peut calculer assez facilement le niveau de montée de la mer d'1 mètre, au minimum, peut-être 2 mètres. Et évidemment, ça, je crois que dès lors que les hommes se trouvent menacés par une mer qu'ils ont menacée, ça impose un peu de concentration, un peu de réflexion et des actes surtout, des engagements de chefs d'État, de gouvernement, de patrons de grandes entreprises et aussi de médias. La communication à la mer, l'éducation à la mer, c'est très important et je salue à cette occasion à côté d'Occitanie, du département de l'Hérault et de tous les partenaires, évidemment, le groupe Midi Libre et toutes celles et tous ceux qui font connaître la mer, comme le fait le Parlement de la mer. La mer, c'est pas une affaire d'experts, c'est une affaire de Mériens. Et nous sommes 7 à 8 milliards de Mériens pour finalement assez peu de terriens.
voilà. Merci à vous en tout cas et bons travaux à Montpellier. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui, mais je prépare ce sommet sur Brest et ça donne un tout petit peu de travail. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Un plaisir effectivement de vous avoir, même à distance, et on espère vous retrouver de toute façon l'année prochaine. On passe directement à Laurent Balestin. Laurent, un grand merci à vous aussi d'être présent, parce que je sais, vous étiez encore hier soir à Paris d'ailleurs avec Monsieur Poivre d'Arvor, et c'est un vrai bonheur de vous avoir cette année sur le salon et de voir avec vous tout ce que vous avez réalisé sur la dernière expédition Gambessa 5 Planète Méditerranée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il y avait 2 tables. Ben voilà. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Alors déjà, si on peut couper toutes les images, parce que... non, c'est un lapsus peut-être. Si on peut couper toutes les lumières de la salle pour voir que l'écran ressorte le plus possible, on sera plus dans une ambiance sous-marine. Vraiment, si on peut tout couper, c'est beaucoup mieux. Vraiment, comme quand on va au cinéma, vous voyez. Ça, c'est le principe des projections d'images. Et alors, j'espère qu'il n'y aura pas de frustration, mais je me suis dit que franchement, ça valait la peine de vous raconter un peu plus que Gambessa 5 et un peu plus que ses coulisses, qui sont pas, je crois pas, le plus passionnant. Alors, on est là, surtout dans ce salon du littoral. On est ici dans cette petite partie de la Méditerranée, ce golfe du Lion, qui est unique en Méditerranée, d'une singularité qu'on retrouve nulle part ailleurs, à cause des entrées d'eau douce qui font de ce golfe du Lion quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans tout le reste de la Méditerranée. Moi, c'est là que j'ai grandi aussi, c'est là que j'ai été la première fois sur un littoral. Alors voilà, on est entre nous, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le golfe du Lion, ce n'est pas le hotspot de la plongée mondiale. Peu de gens rêvent de venir plonger ici. Voilà. C'est la réalité. Eh ben, ce n'est pas très grave en fait. Parce que tous ces gens-là, tant pis pour eux, moi j'étais là, ça m'a donné une vocation, parce que d'abord ces eaux ont cette couleur particulière, cette eau verte extrêmement riche. De l'eau verte comme ça n'existe pas en Méditerranée, à part dans le golfe du Lion. Et puis ces eaux qui sont troubles, parfois, nous offrent un cadeau extraordinaire. Elles s'ouvrent par le milieu, parfois l'été, et laissent comme ça apparaître des décors incroyables. Et on peut alors juger de cette richesse incroyable, de cette productivité incroyable de ces eaux du golfe du Lion, qui là, sur le coup, sont bien plus intéressantes que le reste de la Méditerranée, qui est une eau finalement assez pauvre. Oui, il y a ça. Et puis, tant pis, à défaut de récifs coralliens, j'avais mes jardins botaniques, en particulier dans les lagunes, dans le bassin de Thau. Ces jardins à perte de vue, avec une diversité incroyable. Ça a été aussi une formidable école pour aller chercher la petite bête. Vous le voyez peut-être, ce petit cingnate, là, ce proche cousin des hippocampes. Les hippocampes, évidemment, qui dans le bassin de Thau, tout près d'ici, présentent sans doute l'une des plus grandes populations d'Europe. Ce n'est pas rien. Voilà. Alors, ceux qui ne veulent pas venir plonger ici, tant pis pour eux. Alors, j'aurais pu aussi changer mon regard. Hein. J'aurais pu tout de suite cracher dans la soupe et dire qu'il y a ça aussi. Parce que ça, c'est là aussi la réalité de nos littoraux, ces proliférations d'eau-fure qui sont finalement esthétiques, mais un peu inquiétantes. Ça, c'est aussi une réalité du bassin de Thau. Vous voyez, ça existe et il y en a un peu partout. Juste si on doit être une touche optimiste, ce ne sont que des vieux modèles. Voilà. Voilà. Non, moi j'ai essayé de porter mon regard ailleurs sur ce qui me parlait, ce qui semblait me donner un message, et apprécier, sinon la diversité, au moins cette richesse incroyable, cette productivité des eaux locales.
Vous voyez, quand on voit quelque chose, en général, c'est là, c'est bien présent. Ces quantités d'escargots, ces grands groupes de mulets là, qui sortent et rentrent des étangs, ça aurait pu être la même photo avec des dorades. Et puis cette productivité, l'homme a compris depuis longtemps, hein, on ne peut vraiment pas faire plus de noir que ça. Parce que, en fait, je ne m'étais pas tourné vers l'écran, mais je vous garantis que c'est beaucoup plus joli que ça, hein, si c'était dans une salle obscure de cinéma. Bref. Voilà, voilà, cette productivité, on l'a compris depuis longtemps, et elle n'empêche pas, en tout cas dans ces lagunes, à la biodiversité de s'exprimer. Le moindre poteau est tout de suite colonisé par plein de choses qui poussent là-dessus, animal, végétal, tout ça se superpose. Donc il y a une richesse. Alors j'en conviens aussi, je ne suis pas chauvin, mes sites de plongée de mon enfance n'étaient pas tous des plus accueillants, j'en conviens, ça ne donne pas envie. Mais raison de plus, précisément parce que ce n'était pas accueillant, j'avais ce sentiment d'être un privilégié, que tout ça c'était mon domaine, mon monde à explorer, que j'étais tout seul à faire ça. Je n'avais pas besoin de mes roux géants, j'avais mes carpes cuire dans les eaux des petits lacs de l'arrière-pays. Je n'avais pas besoin d'anaconda, j'avais les couleuvres vipérines et leur incroyable reproduction. Alors voilà comment ont commencé mes vertes années dans cette région, et la chance d'être dans une génération qui a vu des nouveaux scaphandres arriver, qui nous ont permis d'aller de plus en plus profond. Et puis un jour, je me suis même retrouvé comme ça à 200 mètres de profondeur. Mais 200 mètres de profondeur, c'était à Nice. C'était le littoral. Parce que 200 mètres de profondeur à Nice, on est dans la zone de baignade. On est à moins de 300 mètres du bord. Alors le littoral, ça ne veut pas dire simplement des petits fonds, ça peut être aussi des choses très profondes. Ce que j'ai surtout compris lors de ces plongées de plus en plus profondes, c'est que la chose difficile, ce n'était pas de trouver de nouvelles créatures, c'était juste d'accéder à leur univers. Et cette idée-là, de l'accessibilité à la rareté, je ne l'ai jamais aussi bien mesurée que le jour où on s'est retrouvé comme ça devant le sélacanthe, ce poisson ce poisson mythique, ce qu'on considère comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle, que l'on croyait disparu depuis 65 millions d'années, puis qui réapparaît au milieu du XXe siècle. On est allé le chercher loin de la Méditerranée, j'en conviens, sur les côtes d'Afrique du Sud. Et le paradoxe de tout ça, c'est que cet animal qui a traversé la nuit des temps, il était à 1 minute 30 de chez nous, quoi. Parce que c'est 1 minute 30 qui sépare cette photo de celle-là, finalement. Voilà. De son univers propre. Cet univers-là, ce bord de canyon, 120 mètres de profondeur. Il faudrait à peu près 4 fois la hauteur de l'écran pour se figurer ce que c'est d'être à 100 mètres de profondeur. Un sacré univers. Et quel animal, hein, 2 mètres de long, 100 kilos, qui était là comme nous attendre depuis la nuit des temps, depuis 65 millions d'années, on aurait pu croire. Et très, très, très pas attentif ni curieux, mais indifférent à notre présence, ce qui nous permettait d'aller tout près de lui, observer son anatomie incroyable, ses nageoires presque préhistoriques, ce corps couvert d'écailles qui était censé le protéger contre les dinosaures marins. Et puis surtout, ce qui a fait de lui une légende dans la zoologie, ces nageoires pédonculées à l'intérieur desquelles on voit l'amorce des os des tétrapodes terrestres. Parce que cet animal, au-delà d'avoir cru qu'il avait disparu depuis 65 millions d'années, c'est en plus un élément clé dans l'histoire de l'évolution. C'est le dernier descendant, le seul descendant encore vivant aujourd'hui d'une famille qui est sortie de l'eau il y a 370 millions d'années et qui a donné le premier amphibien, le premier tétrapode, le premier reptile, le premier mammifère, le premier être humain. Mais ces plongées très profondes à 120 mètres, elles ont une contrainte. C'est important de le comprendre pour la suite. Ce jour-là, le caméraman est resté 4 minutes de plus que moi au fond. C'était le premier jour, on le voit, on se dit peut-être on ne le verra plus jamais de toute la mission. Alors je fais un peu de zèle. 4 minutes de plus, ça y a coûté 1 heure de plus de remontée pour ces 4 minutes supplémentaires. Nous sommes restés parfois jusqu'à 34 minutes à ses côtés. 34 minutes aux côtés du sélacanthe, c'était plus de 5 heures de remontée qui suivaient. Alors voilà, ça a un coût. C'est anxiogène, cette attente, c'est pénible. C'est un peu périlleux, voilà. Et c'est surtout une énorme contrainte dans un agenda d'une expédition où chaque heure est comptée. On voit bien que tout le monde s'ennuie d'ailleurs. Voilà, les petits poissons se rassemblent autour de nous. Eux aussi semblent trouver le temps long à dériver comme ça dans le désert océanique une fois qu'on a quitté le fond. Et puis le problème, c'est que quand on attire les petits,
On attire les plus gros, des plus gros qui en plus ont toutes les raisons d'en vouloir au genre humain. Regardez sa mâchoire bien abîmée par de vieux hameçons. Bref, voilà, ne tournons pas autour du pot, mettons la modestie de côté, on se prenait pour des héros. Vraiment des héros, l'étoffe des héros, vous voyez même. Mais ça, c'était avant la plongée. Après la plongée, c'était déjà beaucoup moins glorieux, effectivement. Et puis, il y avait des contraintes. Évidemment, il y a eu de la casse que matérielle, et c'est déjà bien. Et on était vite pris par cette idée de tout ça pour ça. Ben oui, c'est ça, la plongée profonde, c'est quand même des petits privilèges pour d'énormes contraintes. Alors, il faut vraiment avoir envie. C'est des fois plus vraiment de la passion, plus de l'obsession. Mais ce n'était pas pour rien, c'était pour une rencontre inoubliable, pour un face-à-face avec une légende vivante. Gombessa, c'est son nom local. Sélakant, c'est un nom moderne finalement. Gombessa, les Comoriens l'ont toujours connu. Ils n'ont pas attendu le milieu du XXe siècle. Et ce Gombessa, il a été un ambassadeur pour nous finalement. L'ambassadeur pour aller plus profond, pour continuer à explorer cette zone profonde, parce qu'on a vite compris qu'il y avait tant à découvrir, qu'il y avait un tour du monde à faire à ces profondeurs qui étaient totalement vierges d'exploration et d'illustration. Alors on s'est dit, à continuer, autant continuer par le plus difficile, tout de suite, ça sera fait. Alors on est parti faire ces plongées très profondes en Antarctique. Voilà. On a été parachuté directement sur un glaçon comme ça, depuis la France. Heureusement, les locaux sont très accueillants, en général. Et heureusement, parce qu'ensuite, tout est compliqué. Rien que de se mettre à l'eau, c'est très compliqué. Se mettre à l'eau, c'est même parfois impossible. Ce jour-là, il a fallu me sortir à la pelle, j'étais coincé. Alors on a vite compris que la seule solution, c'était de suivre les guides. Et le guide local le plus efficace, c'est le phoque de Wedel. Lui, il sait par où passer. Il y a des fissures, parce que la banquise, il ne faut pas croire que c'est juste un toit et puis des trous. Non, c'est bien plus complexe que ça. C'est des labyrinthes pour passer dessous. Alors le plus simple, c'est de le suivre, de se faufiler comme ça entre la glace, la roche, pour atteindre ces écosystèmes plus profonds, extrêmement colorés. On est dans un monochrome bleu et blanc au-dessus, et dessous, c'est multicolore. C'est des glaces pluriannuelles chargées de bactéries, d'algues qui colorent tout ça, et une biodiversité qui n'a pas d'équivalent, qui est surtout insoupçonnable. On est dans le plus grand désert du monde au-dessus de la glace, moins de 10 espèces. Là où nous étions en Terre d'Ali, moins de 10 espèces sur Terre, sur glace, difficile à savoir d'ailleurs, moins de 10. Dans le Sahara, c'est des centaines d'espèces qui vivent. Là, on est à moins 10. C'est le plus grand désert du monde. Sous l'eau, plus de 9000 espèces déjà décrites. Certaines avec des formes comme ça, tropicales, d'autres des formes qui n'appartiennent qu'aux hautes latitudes, comme ces panthopodes, comme ces isopodes aplatis et mimétiques dans le sable, comme le dragon de Shackleton, appelé ainsi sans doute à cause de cette petite barbiche que devait porter Sir Ernest Shackleton, le plus grand des explorateurs. En tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré. Ou le dragon du commandant Cousteau, c'est assez logique aussi pour ceux qui le connaissent, le bonnet. J'avoue que c'est moi qui ai donné le nom là. Mais je l'ai donné parce que personne n'a été capable de me donner le nom de ce poisson. Voilà, il y a tellement encore à découvrir dans ces régions. Et puis ne croyez pas que c'est juste un bestiaire comme ça d'animaux isolés. Ce sont des écosystèmes diversifiés, complexes, riches, faits d'assemblages des assemblages qui ressemblent d'ailleurs à des écosystèmes tropicaux. À la différence qu'il faut aller les chercher au-delà de 70 mètres de profondeur. Mais il y a une très grande variété, non seulement d'espèces, mais une très grande diversité d'écosystèmes eux-mêmes. Et puis, puis il faut remonter de ces grandes profondeurs. Et là, même si l'eau est 30 degrés moins chaude qu'au Sélakant, puisqu'on était à 28 degrés et que là, on passe à moins 1,8, il faut faire les mêmes paliers. Et évidemment, c'est très douloureux de faire des paliers de décompression dans une eau aussi froide. Mais c'est compensé. Vous voyez, au Sélakant, l'eau était chaude, c'était très anxiogène parce qu'il n'y avait rien à voir. Là, nous étions dans des décors de science-fiction. Là, à 6 mètres de profondeur, sous la glace, où on doit patienter encore des heures, mais dans des décors incroyables où avoir le privilège d'une vision impossible, une vision presque symbolique, celle de la face cachée d'un iceberg, mesurer la taille de mes camarades qu'on retrouve là, bien sûr, parce que... Et n'allez pas croire à nos visages comme ça qu'on serait des masochistes, même si moi, personnellement, il m'a fallu 7 mois pour récupérer mes orteils, après la mission.
On est aussi, on est juste curieux de nature, hein. Ça nous va très bien les tropiques aussi, hein. Ça nous a amené là pendant 5 années sur l'atoll de Fakarava en Polynésie française, un autre littoral français finalement, géré, on le verra. Cette passe qui relie l'océan Pacifique à l'un des plus grands lagons du monde et qui fait l'objet chaque année d'un événement incroyable, un rassemblement de milliers et de milliers de mérous. On les a comptés, 18 000 mérous cette année-là, 2014, et les années d'après, il y en a même eu plus parfois. 18 000 mérous sur une surface grande comme un terrain de foot. Allez, 2 terrains de foot. Et c'était l'occasion rêvée pour moi d'accomplir un vieux rêve, une plongée de 24 heures. Rester 24 heures sous l'eau, à plus de 20 mètres, pour faire une observation comme ça, comme un naturaliste terrestre, prendre le temps de voir un cycle complet de la vie de ces mérous, parce qu'il y a tant à voir. Ça m'a donné l'impression que j'avais passé le reste de ma carrière dans un dortoir, vous voyez, où rien ne se passe. Là, c'était des interactions permanentes. Ces 24 heures, elles sont passées en un éclair. Ces animaux qui se confrontent en permanence, qui se battent, qui parfois se battent tellement, ils ne sont pas en train de se faire un bisou, ils sont coincés. Tellement ils s'agitent, tellement ils s'énervent, les voilà coincés gueule dans gueule. Bref, ils n'arrêtent pas du matin au soir, pendant plusieurs semaines que dure ce rassemblement, cette montée en puissance de ces mérous, jusqu'au jour J, le jour où les femelles sont comme ça, avec ce ventre énorme, prêt à exploser. Les mâles changent de couleur, vous voyez, ils portent le costume gris des affaires sérieuses. Ça se complique, ils ne lâchent plus les femelles jusqu'au moment où elles vont bondir à la verticale, expulser les œufs, et entraînant derrière elles une course effrénée de mâles opportunistes qui vont essayer de fertiliser ces œufs. Cette montée-là, c'est moins d'une demi-seconde, cette série d'images. Ça va très très vite, extrêmement vite. L'accouplement dure moins de 30 minutes et chaque ponte moins d'une seconde. 18 000 en même temps, c'est incroyable. Et voilà, des nuages d'œufs dans tous les sens, et dans toutes les formes, comme ce point d'interrogation qui semble nous dire que vont devenir ces œufs. On sait qu'il y a un seul sur 1 million deviendra un adulte qui reviendra ici se reproduire. La veille, ils étaient 18 000, le lendemain, plus un seul. Si, il reste les rescapés. Enfin, les rescapés, non, ceux qui ne vont précisément pas s'en sortir, ceux qui sont trop faibles désormais pour s'en sortir. Parce que s'ils se battent du matin au soir, ils ne s'infligent pas ces blessures-là. Ces blessures-là, elles viennent de ce qui se passe la nuit. La plus grande concentration connue à ce jour, en tout cas, de requins gris de récif, 705 exactement, on les a comptés eux aussi. Des requins qui se métamorphosent, non seulement dans leur comportement, mais même dans leur aspect physique. On ne les reconnaît pas. Ils changent d'allure, leur gueule se change, leur mâchoire est presque dévaginée en permanence pendant ces nuits de chasse intenses. Évidemment, au début, on ne la ramenait pas trop quand on les voyait comme ça briser le corail. Cette plongée de 24 heures, ça restera entre nous, ça a été une longue fuite pour moi de tout ce qui se passait, surtout pendant les 12 heures de nuit. Il aura fallu quelques années pour se sentir à l'aise et commencer à observer finement ce qui se passait. Que ce n'était pas une frénésie, c'était bien des chasses collectives, bien organisées d'ailleurs, des chasses collectives où on voit bien ces mérous parfaitement encerclés, même si tout ça est instinctif, et puis pris en étau, bien en étau, et ne laissant absolument aucune chance à ces mérous. On a fait la démonstration scientifique, ce n'est pas juste des images que j'interprète, qu'il y avait une organisation collective de ces chasses, de ces requins que l'on dit pourtant si primitifs, si frénétiques, voilà. Non, alors évidemment, elle s'arrête très vite, cette collaboration. Il n'y a pas de partage des proies comme dans une meute de loups. Ensuite, c'est du chacun pour soi. Ce mérou est écartelé très très vite. On a vu aussi que ces requins étaient capables, quand ils sont en meute, de s'attaquer à des proies presque aussi grosses qu'eux, comme ces énormes murènes javanaises qui ne durent pas longtemps. Le secret de ces images ou de ces plongées, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est simplement qu'on y est allé et allé encore et recommencer. Avec mes camarades, nous avons passé 3000 heures à faire exactement la même plongée au cours de 5 années. Tous les jours et toutes les nuits, et parfois plusieurs fois par nuit, se mettre à l'eau au point A et en sortir au point B. Comme quoi, l'aventure, c'est souvent simplement refaire, en tout cas une aventure fructueuse, c'est recréer des routines ailleurs. 3000 heures avec mes camarades. Il aura fallu, je crois, tout ça, c'est-à-dire ces plongées profondes avec le sélacanthe, ces plongées dans le froid extrême en Antarctique, ou ces plongées répétées comme ça, pour gagner en confiance, pour gagner en compétences. Et un jour, se retrouver, c'était le 17 juillet 2019,
Et on était bien dans l'obscurité ce jour-là, pas comme dans cette salle. Et, oh, ça va, je me doute que vous ne pouvez pas les éteindre. 140 mètres de profondeur, voilà près de 4 heures que nous sommes au fond. Normalement, comme si je vous avais retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure, 4 minutes, 1 heure, si ça fait 4 heures qu'on est au fond, il faut 2 semaines pour sortir. Mais non, parce qu'on avait trouvé une astuce. J'avais trouvé enfin la façon de m'affranchir de la décompression quotidienne en utilisant, puisqu'on était sur une autre planète, un vaisseau spatial, quoi. Enfin, en tout cas un vaisseau batial, la station de saturation de l'Institut national de la plongée professionnelle. Cette histoire est un vaste détournement de moyens, les moyens de la plongée industrielle que j'ai détournés pour faire de l'exploration, de l'illustration naturaliste. Comment ça marche? Très rapidement, hein. Il y a un caisson de vie qui est tout à gauche, où on dort, où on mange. Tout ça est pressurisé. En fait, on va faire croire au corps humain qu'on est toujours au fond, qu'on est toujours à 120 mètres de profondeur, même quand on est en surface. Alors évidemment, on est enfermé, 5 mètres carrés pour 4 plongeurs, puis au milieu, un petit module sanitaire, 2 mètres carrés, douche, toilette, et c'est aussi notre vestiaire où on va se mettre en tenue. Et puis tout à droite, la tourelle ascenseur, qui est la seule en fait mobile et qui va nous amener jusqu'au fond. Ça se traduit comme ça, le petit caisson jaune, voilà notre maison pour 28 jours, tracté par ce petit remorqueur. On sort des îles de Marseille, là. À l'intérieur règne, comme vous pouvez le voir, une ambiance extraordinaire. Et il faut prendre son mal en patience. En tout cas, attendre que l'équipe de surface soit prête à nous faire descendre, qu'elle soit déjà bien positionnée à la verticale des sites que l'on veut visiter. On s'équipe, on passe d'un module à l'autre, et puis la tourelle descend, quitte par un puits central la barge de surface, glisse le long de son câble, et puis tout à coup, on arrive en bas, la lumière semble arriver du fond, la porte s'ouvre, toute seule d'ailleurs, puisqu'il arrive le moment où la pression dehors est la même que la pression dedans, et la porte s'ouvre toute seule. Et puis on sort. Enfin, un vieux rêve de 20 ans qui nous permet tout à coup de nous prendre pour des aquanautes et d'aller visiter ce qui nous semblait être un autre monde, en tout cas une autre planète, s'éloigner de cette tourelle, partir en toute liberté. Alors, liberté relative, hein. Libre, ça ne veut pas dire léger, vous voyez. On est quand même plutôt bien chargé d'équipements, de sécurité, de prise de vue, de prélèvement. Enfin, voilà. Et tout ça, pourquoi, hein? Tout ça, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire les malins. C'est parce qu'en Méditerranée existe un écosystème extraordinaire, mais malheureusement qui démarre à 60 mètres de profondeur et qui va comme ça jusqu'à 120 mètres. Les récifs coralligènes. Moi, je préfère les appeler les récifs tropicaux, les récifs coralliens de la Méditerranée, vous voyez. Parce que c'est la même chose, hein, fondamentalement, c'est un peu ça, c'est-à-dire des êtres vivants capables de construire eux-mêmes leur propre biotope. Ce sont des êtres vivants qui fabriquent du calcaire, de la roche organique, et qui se superposent comme ça les uns aux autres dans une espèce d'harmonie et de chaos où tout le monde pousse, des mollusques avec leurs coquilles, des vers marins avec leurs tubes, des bâtisseurs, des êtres vivants bâtisseurs, mais qui s'opposent en permanence à des êtres vivants démolisseurs. Et c'est ça la vraie richesse. C'est ce bras de fer permanent qui fait que pendant que l'un construit, une éponge fait fondre le calcaire et qu'on arrive à quelque chose d'extraordinairement chaotique, alvéolaire, creusé de mille anfractuosités et qui offre du coup de l'espace, des logettes, des cachettes, tout ce que l'on veut, à une troisième catégorie, la plus importante finalement, les squatteurs, ceux qui vont profiter de ce biotope bio-construit. Plus de 1000 espèces par mètre carré sur ces récifs coralligènes profonds de la Méditerranée. Ces récifs coralligènes, c'est un terme scientifique qui date des années 60 et qui finalement regroupe bien trop de choses différentes. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va disparaître au profit de termes plus précis. On ne peut pas comparer ces sorte de piliers pétrifiés d'éponges à ces champs de sabelle, à ces récifs de madréporières jaunes ou à ces forêts blanches de corail noir. En tout cas, pour une fois, on avait le temps. Le temps passé au fond. Je n'étais plus à compter mes minutes au fond, on passait des heures, jusqu'à
avoir trop froid pour rester davantage. On pouvait regarder dans le détail tout ce qui se cachait là, dans cette forêt de corail noir, prendre le temps de voir leur petit comportement, prendre le temps de voir ce poisson bâiller, de voir cette méduse urticante trouver plus piquant qu'elle et se faire piéger dans le corail noir. Mesurer toute la délicatesse des êtres vivants qui poussent sur ces récifs profonds, qui souvent ont du mal, comme par exemple un de mes préférés, la lanisse, ce petit ver marin. Oh, il n'est peut-être pas très beau, mais qu'est-ce qu'il est ingénieux. Vous voyez, il construit avec du matériel de récupération, des débris de coquillages, des épines d'oursin, des grains de sable, enfin tout ce qu'il trouve. Il construit une cheminée et tout un réseau, un petit filet pour capter le plancton dont il va se nourrir. On visite des espaces gigantesques à la recherche de la petite bête. La petite bête qui, en plus, bien qu'on ne soit pas au fin fond de la Papouasie, qu'on ne soit pas sous la banquise antarctique, n'a jamais été illustrée vivante, comme la morue cuivrée, comme le barbier perroquet. On a enfin eu cette sensation d'avoir le temps de contempler, de prendre son temps, comme le doit un naturaliste. Sauf que ce luxe de cette vertu de la patience du naturaliste, sous l'eau, ça a toujours été un luxe inabordable. Tout à coup, on pouvait prendre le temps. Alors du coup, pour le plongeur profond, en tout cas pour le plongeur profond curieux, il y a tout à découvrir. Tout à découvrir. Et ce plongeur profond, il vit finalement une forme de régression, mais une régression dans le bon sens du terme. Il redevient l'enfant dans un jardin qui s'émerveille de toute banalité. Parce que finalement, ces choses merveilleuses sont des banalités de cet autre monde. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir tout à coup s'imaginer arpenter des territoires vierges comme ça. On s'y croit, on le croit, quelques instants. Parfois, on est rattrapé par d'autres réalités. Tout à coup, qu'est-ce que c'est ça? Tout ce matériel de pêche abandonné, qu'est-ce que c'est ça? C'est des charges de pneus volontaires. C'était censé devenir des récifs artificiels à l'époque. Le rejet de nos eaux usées, de nos eaux traitées. C'est des eaux traitées, ça. C'est des eaux traitées, parfaitement traitées même. On a fait des mesures, elles sont bien traitées, elles respectent les seuils. Mais vous voyez bien que ce n'est pas de l'eau d'évian. Hein. Voilà. Mais c'est ça aussi la réalité de nos littoraux et de notre Méditerranée. Mais ça, on le montre beaucoup. Hein. Voilà. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir que parfois même au cœur d'une réserve naturelle, je ne dirais pas laquelle, ce serait dommage pour elle, parce qu'elle a aussi ses vertus, ça existe. Voilà. On le sait. Voilà. Sauf que moi, je ne fais pas ce métier pour ça, sinon je serais déprimé. Je fais ce métier pour ça, parce qu'il existe encore des jardins luxuriants. Peut-être que c'est des oasis dans le désert d'ailleurs, mais ça existe, c'est toujours bien présent. Avec, pour peu qu'on y éduque son regard, on peut changer son niveau de lecture et voir des mondes. Je parlais de mondes parallèles, eh bien, il peut y avoir un monde parallèle dans le monde parallèle. On regarde cette gorgone qui est un habitant ici et qui devient un habitat pour cette petite crevette ou pour cette porcelaine pourpre dont l'univers entier est l'intérieur de cette gorgone rouge. Regardez dans le détail toute cette évolution du vivant, ces yeux à facettes de ces crevettes narvals qui forment des bancs gigantesques à grande profondeur et des yeux qui ont extraordinairement évolué et qui pourtant ne sont sûrement pas leur organe de prédilection. Ce qui les rend vraiment efficaces, c'est ce réseau d'antennes. Un vrai réseau de connexion qui connecte chaque crevette à l'autre et tout ça bouge d'un seul mouvement, si bien que quand le prédateur arrive, là, le grand chapon, la rascasse rouge, et qu'il fond sur ces crevettes, toutes détalent d'un même élan parce que l'information était déjà là. N'allez pas croire que là-bas en bas, ce serait il y a l'autre loi de la jungle. Hein. On connaît la loi de la jungle. Le darwinisme, la sélection du plus fort, blabla, qui a tellement bien servi le capitalisme comme alibi, en quelque sorte. C'est la nature de manger son prochain. Hein. Il y a une autre loi du darwinisme, celle qu'on a un peu occultée, c'est celle des collaborations, des entraides. Ça, c'est une réalité naturelle. Ce n'est pas une invention de quelques homo sapiens qui font preuve d'empathie. Non, ça existe aussi. Les services échangés, ces poissons-lunes géants qui viennent chercher les services des labres nettoyeurs, tous ces petits poissons-là qui viennent lui redonner son sourire au fur et à mesure qu'il lui enlève ses peaux mortes et ses parasites. Et puis, il y a tout ce
tout ce que dont j'avoue, je ne connaissais même pas l'existence avant de faire cette plongée, pourtant entre Marseille et Monaco. Vous voyez, on n'est pas allé au bout du monde. L'araignée élégante, je ne savais pas qu'elle existait. Ou encore la sépole. Je savais qu'elle existait, je la croyais rarissime, elle est abondante. Simplement, elle se cache toujours dans ces petits terriers et on ne la voit jamais sortir. Le crabe Ferrari, Lissa chirargra, hein, ça va de soi. Voilà. Et puis il y a aussi tous ces animaux que l'on connaît, mais dont on a oublié les tailles de géants qu'ils peuvent atteindre si on les laisse tranquilles, comme ces homards. Des tailles comme ça, on ne les voit plus dans 10 mètres d'eau. Il faut aller les chercher bien plus profond. Ces congres-là, c'est des géants, ça aussi, c'est très difficile. Et il n'a pas fallu beaucoup pour qu'on les voit diminuer. J'étais gamin, on voyait des géants, on ne les voit plus aujourd'hui, à part d'aller à ces profondeurs. La baudroie, la lotte, avec ces tailles de géants aussi, ou les Saint-Pierre, par exemple, avec leur profil si grave et leur face si ridicule. Bref, on a vu tant de choses, comme ces calamars veinés qui nous ont offert un spectacle dès le premier jour de notre plongée. On n'était pas sortis de la tourelle, je voyais leur silhouette bouger dès la première fois, et ils nous ont offert le spectacle de leur reproduction. Et ça, c'est un privilège, d'autant plus quand on sait que ces calamars ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie, juste avant de mourir. On a eu droit à ce spectacle dès notre premier jour, et on a puisé là une motivation énorme à supporter les contraintes de cette expérience, parce que vous avez vu les vertus le privilège qu'elle apporte, elle a aussi son lot de contraintes. Il a fallu supporter des contrastes énormes, une chaleur suffocante à l'intérieur de la station, et un froid glacial qui comme un poison qui nous arrachait la chaleur de notre corps à cause de cet hélium que l'on respirait. Un sentiment de claustrophobie quand on est dedans, et parfois de vertige et de peur de se perdre dans l'immensité quand nous étions dehors. Le plus dur, c'était ces changements d'état. On dit toujours que l'homme s'adapte à tout. Vous voyez, Jean-Louis Etienne disait on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On a tous ça en nous. Sauf que là, il fallait s'adapter en permanence. Ça n'arrêtait pas de changer. On passait d'une forme d'oisiveté abrutissante quand on était dedans et qu'il n'y avait rien à faire, à tout à coup une excitation presque dangereuse, vous voyez, de convoitise. Comme ça. On passait des fois d'un sentiment de paranoïa à l'intérieur parce qu'on était à la merci de notre équipe de surface qui contrôlait tout. Quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on doit faire, et à des sentiments d'extase où on oublie tout quand on était devant, par exemple, cette immense épave par 130 mètres de fond au large de Marseille. Ou encore ce contraste un peu étrange entre ce sentiment de solitude qu'on peut avoir à ces grandes profondeurs, mais qui n'est possible que par une incroyable solidarité d'une équipe formidable qui était en surface de 40 personnes pour s'occuper des 4 qui étaient enfermés dedans. Au final, le plus grand paradoxe de tout ça, c'est surtout qu'au fur et à mesure que l'on explore, que ce soit là ou ailleurs, que ce soit en Antarctique ou ailleurs, plus on explore et plus on mesure surtout l'étendue de notre ignorance sur cette biodiversité marine. On ne sait quasiment rien. On sait que des choses existent, on ne sait même pas comment elles existent. Et de ce sentiment d'ignorance, malheureusement, naît le plus souvent une peur, une réticence. Alors qu'en fait, il faut voir là-dedans les vertus du mystère. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être même là, au-delà de la beauté qui, soi-disant, va nous amener à tout respecter, ça ne marche pas très bien, au-delà de montrer les horreurs qui peuvent nous choquer, mais qui nous dépriment aussi, peut-être que la vraie vertu, ce serait de montrer les mystères. Après tout ça, comment tout ça a pu un jour nous faire peur ? Tout ça, ce n'est que beauté et harmonie, finalement. Voilà. La seule chose qui devrait nous faire peur, c'est que tout ça vienne à disparaître, que ce soit les requins de la passe de Fakarava, que ce soit ce couple de blénipans du bassin de Thau, ou ces hippocampes dorés, ou pour finir, le triton géant, le plus grand escargot du monde, photographié ici au Cousança, entre Palavas et Carnon, dans la zone protégée il y a quelques années. Cet énorme coquillage-là,
rouge écarlate et qui, sinon nous donne à réfléchir, au moins nous prête à sourire. Merci pour votre attention. Alors du coup, je crois qu'on a un peu de rab. Donc si vous avez des questions, et comme on n'est pas nombreux, tout le monde peut poser une question en plus. Bonjour et merci pour votre belle présentation. Cette expédition Gombessa, finalement, on peut en faire un parallèle peut-être un petit peu dans l'autre côté avec Thomas Pesquet, donc qui revient lui de l'espace, parce que visiblement on est sur des terrains qui sont complètement vierges, inconnus, un peu comme il a pu oui, mais vivre. Il n'y a pas l'ombre d'un extraterrestre. Là où C'est alors que nous, des extraterrestres, il y en a. Bien sûr. Quel est, alors, d'un point de vue scientifique et aussi physique, finalement, l'intérêt que vous avez pu avoir? C'est que lui, on voit donc sur les 6 mois qu'il a passé, donc tout ce qui est l'impact sur le physique, sur la physiologie, on va dire. Vous, qu'est-ce que, plus que la découverte finalement Bon, déjà, il y a une grosse différence de durée. Il a fait 190 jours, on a fait 28 jours. Après, je pense que je pense qu'il a dû quand même souffrir beaucoup plus que nous au retour. Sans doute moins pendant l'expérience. C'est le luxe, hein, l'ISS. Hein. Ils ont au moins 10 mètres carrés chacun. Nous, on avait 5 mètres carrés à 4. Voilà. Donc, je pense que pendant, c'est plus simple. Au niveau de l'isothermie, c'est très bien contrôlé dans l'ISS. Ils ne souffrent pas du chaud, du froid. C'est parfaitement régulé. Nous, on était en permanence, on n'est jamais bien. On a toujours ou trop chaud ou trop froid. Parfois même, à l'intérieur de la station, celui qui dort en bas a trop froid, celui qui est en haut a trop chaud. Et vraiment, c'est assez extrême pour quelques degrés d'écart. Mais l'hélium fait que 2-3 degrés, c'est insupportable, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et après, en termes de décompression, ce qu'on a fait là est beaucoup plus sain que tout ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire des plongées et des décompressions quotidiennes. Faire une décompression qu'une fois à la fin d'une mission, même si elle dure 4 jours, c'est beaucoup plus sain pour l'organisme. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, par contre, c'est vrai que quand on sort, on donne une mauvaise image de tout ça, parce que d'abord, on est blanc comme des cachets quand on sort. Hein, voilà, donc voilà. Et puis surtout, on a une dette d'oxygène immédiate, puisque on vient de vivre à très haute pression, et on passe à une pression moindre. C'est exactement comme vous êtes à la surface, au niveau de la mer, et que vous montez à 5000 mètres d'altitude d'un coup. On a le mal des montagnes au moment où on sort de la station spatiale avec exactement les mêmes symptômes, un déficit de globules rouges, parce que nos globules se sont effondrés pour s'adapter à cette haute pression, et c'est très bien. Mais du coup, il y a 3-4 jours où on est un peu faible, où on a le souffle court, on a des migraines, des insomnies, le mal des montagnes. Voilà. Mais voilà, donc passer cette étape-là, après on est bien mieux. Après, je pense qu'il y a plus de recul sur les séjours en haute pression comme nous, parce qu'il y a eu des générations. Il y a eu au moins une bonne génération de milliers de scaphandriers qui ont vécu ça, que finalement de cosmonautes. Et voilà. Donc je pense que physiologiquement, c'est quand même plus dur après, quand tu as fait un séjour dans l'espace, et peut-être plus dur pour nous pendant l'expérience. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre partage et ces photos plus qu'exceptionnelles. J'aurais aimé savoir, vous êtes resté 28 jours dans cette petite pièce. Est-ce que c'est le maximum qu'un être humain puisse supporter ? Oh bah, ça, c'est fonction de chacun. Hein. Des expériences d'isolement, il y en a qui en ont vécu des plus longues, et en plus sans aucune stimulation, dans le noir total. Souvent, ils deviennent fous, mais non, on peut rester plus. Il y a des plongeurs qui ont fait plus long, hein. Non pas en phase de chantier, de travail. Il y a des règles syndicales qui font que le maximum, c'est 28 jours.
Donc c'est aussi pour ça qu'on s'était fixé ces 28 jours. Ça correspondait à un cycle lunaire complet, ça correspondait à cette valeur presque syndicale. En gros, les scaphandriers, si on avait fait 26 jours, ils auraient fait n'importe quoi. Voilà. Mais 28, voilà, on avait leur approbation en quelque sorte. Donc, voilà. Mais restez plus, oui, Théo Mavrostomos, l'homme le plus profond du monde, lui, il est descendu très profond, à 700 mètres en expérimentation, hein, c'est-à-dire sans aller en mer. Dans un caisson, on l'a descendu jusqu'à la pression de 700 mètres. Et lui, c'est sa décompression qui a pris 28 jours. Ouais. Donc il est resté bien plus longtemps. Donc des expériences plus longues, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est supportable. De toute façon, tout est supportable quand ça a du sens. Voilà, c'est tout. Tout est supportable quand ça a du sens. Chaque fois que ça devenait dur, il suffisait que je regarde les photos que j'avais fait la veille pour me dire non, ben ça vaut la peine. Voilà. Donc tout est, voilà, et c'est valable c'est universel, ça, je crois. On est capable de supporter beaucoup du moment qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on est volontaire. On est des prisonniers volontaires là-dedans. D'accord, merci. Bonjour. Quels ont été vos critères pour choisir ce spot de plongée? Ce n'est pas un spot, c'est des dizaines et des dizaines de spots. En fait, alors je l'ai peut-être pas bien dit, dernier, mais là, c'était itinérant. On est parti de Marseille, nous sommes allés jusqu'à Monaco, et puis on est revenu de Monaco jusqu'à Marseille, et on a fait énormément de plongées en chemin pendant ces 28 jours. Parfois, on avait envie de rester. Il y a des endroits où on est resté 2 jours, on a enchaîné presque 12 heures sur le fond. Et puis d'autres fois où presque chaque demi-journée, on changeait de site. Voilà. Donc, et ce qui m'a fait choisir tous ces sites-là, c'est nos 20 ans de plongée profonde en Méditerranée française qui ont précédé. Mais ces plongées profondes qui ont précédé, c'était des incursions. Je descendais avec le sentiment du privilège, parce qu'on était peu nombreux à faire ça au début des années 2000. Privilège et frustration immédiate, parce qu'au bout de 15 minutes, il fallait déjà remonter et que des fois, on voyait le gâteau et on ne pouvait pas le manger ou le photographier. Voilà. Et voilà. Mais c'est comme ça qu'on les a choisis. Quand on a commencé à faire la liste, je dis, ça va être facile. On avait plus d'une centaine de sites que je voulais revisiter comme il faut. Et évidemment, 100 sites en 28 jours, ce n'était pas possible. Et je crois qu'on avait visité 21 sites différents. Voilà. Et quelle serait la prochaine étape Alors, il y a déjà eu plusieurs étapes suivantes. Hein. On a refait de la plongée à saturation cet été, parce que ça c'était 2019. On a refait là en juillet 2021 au nord du Cap Corse, mais là sur un phénomène bien précis. L'idée c'était pas du tout d'être itinérant, mais de plonger uniquement sur des formations très étranges qui peuvent paraître même surnaturelles. Ont été découverts il y a une dizaine d'années par l'Université de Corse lors d'une campagne de sonar, personne ne plongeait, par 120 mètres de fond, des anneaux, des cercles dessinés sur le fond de la mer, parfaitement circulaires, 20 mètres de diamètre, il y en a 1137. On les a comptés, comme les mérous, on est un peu en compte. Et on cherche à expliquer leur origine, leur formation, etc. Et même si vous me torturez, je ne dirai rien aujourd'hui. Bon, il y a un peu aussi que je ne suis pas encore sûr de ma solution, mais ça va venir. En fait, on espère refaire une deuxième campagne l'été prochain, recommencer encore, parce on a découvert des choses qui nous font poser d'autres questions, et donc on veut faire d'autres manips. Et il va falloir intégrer d'autres disciplines. Finalement, cette histoire-là, c'est que des biologistes marins qui étaient embarqués dans cette histoire. Et là, maintenant, il faut vraiment faire intervenir les géologues, les géophysiciens. C'est eux qui auront sans doute la clé au final. C'est sans doute un mélange d'ailleurs de formation géologique, puis derrière de construction biologique. J'en ai déjà dit trop. Quand est-ce que ça sortira à Gombé-Sassis, le mystère des anneaux du Cap Corse? Eh bien, je n'ai pas encore la réponse, parce que, vous savez, la vraie aventure, ce n'est pas les plongées. Hein. La vraie aventure, c'est de monter les projets, de trouver l'argent. C'est ça, la vraie aventure. Et pour l'instant, celle-là, c'est encore flou. Là. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, d'ici Noël, j'aurai réuni tous les partenaires, j'aurai tous les feux verts.
Et dans ce cas-là, on fait une deuxième campagne en juillet 2022. Et puis derrière, un long et fastidieux montage de film qui devrait faire un film au premier semestre 2023. Voilà. Ça, c'est ce que j'espère. Si vous voyez sortir le film au premier semestre 2022, c'est que j'ai raté mon coup avant la fin de l'année. Voilà. Et ce qui est possible, hélas. Partout. Partout où je peux. Mais comme ces projets font, il y a une étude scientifique qui n'est pas un alibi scénaristique, comme souvent dans les documentaires. Une vraie étude qui fera l'objet de publications scientifiques. Il y a un défi technique de plongée, on pourrait presque dire un défi sportif. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est comme ça que ça peut être pris. Et puis il y a cette promesse d'image inédite. Alors ça permet quand même d'aller voir des partenaires très variés. Ça va d'institutions publiques, l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité, et puis des fois des localités, quand on travaille dans le parc marin du Cap Corse, quand on travaille à Nice, la région PACA nous avait aidés, la ville d'Antibes, la ville de Nice, le parc national des Calanques. Donc ça, c'est de l'argent public. Et après, quasiment à 50% à peu près, c'est comme ça que ça tombe, c'est le hasard peut-être, de l'argent privé. Un sponsor très fidèle, l'horloger suisse Blancpain, qui m'aide dans mes expéditions, la fondation du Prince Albert de Monaco, qui m'aide aussi, et des fondations un peu plus petites, moins connues, mais qui, cumulées à plusieurs, sont essentielles. Fondation Iris, Fondation Odysseus, Fondation Veolia, voilà. Et c'est beaucoup de... Et puis là, récemment, au Cap Corse, un soutien extraordinaire, exceptionnel, au sens propre, de la Marine nationale, qui nous a offert les services de leur remorqueur géant pour positionner la barge en dynamique. C'est-à-dire là, cette barge a été très compliquée à positionner parce qu'il fallait l'ancrer. Et il ne faut absolument pas qu'elle bouge. Nous, on est en bas, vous voyez, c'est impérieux. Et c'est laborieux, et il y a des sites où on ne peut même pas. Quand c'est par exemple des tombants très verticaux, c'était très compliqué de réussir à la mettre à la verticale. Et avec le positionnement dynamique, le bateau tient sa position sans ancrer. C'est des bateaux qui ont 5 moteurs tout autour de la coque et qui peuvent tenir une position parfaitement. Et donc ils nous ont offert ça, plus le soutien du CEFISMER, qui est le groupe d'études sous-marins de la marine. Et donc on avait aussi un robot qui nous suivait et qui pouvait créer une interaction avec la surface. Donc l'équipe en surface n'était pas aveugle pendant les moments où on était dehors, ce qui était le cas en 2019. Là, ils pouvaient nous suivre en permanence. Et ça a créé un lien très fort. C'était des récompenses immédiates pour l'équipe. En 2019, ils ont quasiment attendu 6 mois après l'expé de voir le film, en gros. Voilà. Alors que là, ils pouvaient un peu suivre au jour le jour ce qu'on était en train de faire. Et même en termes de sécurité, ça a été très utile. Il y a eu quelques fois où le robot est venu nous dire « ça ne le fait pas du tout remonter ». Alors hop, on comprenait. Et puis, voilà. Donc ça, c'était très efficace d'avoir ce soutien-là. Voilà. Privé, public, si tant est qu'on puisse satisfaire tout le monde, quoi, que les projets aient toutes ces dimensions. Oui, on dit que la mer Méditerranée est une mer particulièrement fragile. Si elle était fragile, elle serait morte. Avec ce qu'on lui fait, voilà. C'est très bizarre cet adjectif qu'on dit « notre planète est fragile ». Vous savez, notre planète, la Méditerranée est fragile. Ce n'est pas fragile, parce qu'avec ce qu'on leur met... Alors comment protéger selon vous? Ça, c'est une question qui me dépasse un peu. Mais voilà. J'aime bien, c'est pas que je me détourne en venant de la philosophie, mais c'est important de mesurer ça, ce discours condescendant devant les écosystèmes. Celui qui est fragile, c'est nous. Privez-nous de nos médecins, de nos antibiotiques, de notre police, de notre armée, de nos assurances. On ne peut pas vivre sans assurance aujourd'hui. Et on est mort en une seconde. Ces écosystèmes-là, ces êtres vivants, aussi délicats soient-ils, machin, on leur fait tellement subir et ils sont encore là, bon an, mal an, ils tiennent le coup, ils sont tous sauf fragiles. La vie sauvage, elle est tout sauf fragile. Mais évidemment, il y a un moment donné, elle succombe quand même. Et comment faire? Je ne sais pas. Il y a des élus, non? C'est eux qui font des lois. Nous, on peut que quoi? Montrer ce qu'il y a, lancer des alertes, faire des études. Après, il faut gérer.
il y a un incontournable, c'est qu'on est tellement nombreux que même quand des fois on prend les bonnes décisions, ça, vous voyez, ces eaux usées que je vous ai montrées, c'est des eaux parfaitement traitées avec des stations d'épuration redoutablement modernes et efficaces, pour certaines en tout cas, pas toutes, mais certaines. Mais ça n'empêche pas qu'on produit des déchets et qu'on est extraordinairement nombreux. Pourquoi la Corse est si préservée? En tout cas, c'est ce que j'observe. On oublie que la Corse, c'est la région la moins peuplée de toute la Méditerranée, au moins occidentale. On a moins de chiffres de l'autre côté, mais à mon avis, on peut sans doute dire toute la Méditerranée. J'inclus tout, hein. Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne. Si on prend, on va dire, département littoraux par département littoraux, les deux départements les moins peuplés de toute la Méditerranée, c'est Haute-Corse, Corse du Sud. Et ce n'est pas les champions du monde de la gestion des déchets, par exemple. On le sait, il y a d'énormes problèmes en Corse. Mais ils ne sont pas nombreux, alors ça passe. Et ça donne des écosystèmes relativement préservés, des espèces qu'on ne voit plus que là-bas, qui ont disparu de PACA, vous voyez, ou pourtant il y a les meilleures stations d'épuration. Donc ça, c'est le sujet sans doute un peu tabou, mais il y a cette réalité démographique qui est extraordinairement complexe, et c'est vraiment pas certain que les progrès techniques puissent résoudre l'équation de cette population toujours croissante. C'est déprimant, hein, ouais. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup pour cette présentation. En parlant de population, je voudrais revenir sur votre expédition où il y avait le moins de population, donc sous la glace. J'aimerais savoir quel était l'objectif de cette expédition, si ça avait été déjà fait, parce que j'avais jamais vu des photos comme ça sous la glace et aussi belles, et savoir un petit peu les financements. Non, aussi belle, ça n'a jamais été fait. Non, mais c'est une expédition Gombessa aussi, la 3e, mais elle est un peu atypique, puisque je n'ai fait que répondre à l'invitation de Luc Jacquet, le réalisateur du fantastique film La Marche de l'Empereur, qui a eu tant de succès, qui a eu un Oscar à Hollywood, c'était en 2005. Et il s'était promis sur la scène des Oscars à Hollywood de dire « Je retournerai dans 10 ans, voir un peu où ils en sont, mes manchots ». Et il a tenu une promesse, c'était 2015 quand on y était, 10 ans plus tard. Sauf qu'il s'est posé la question de qu'est-ce qu'il allait faire comme film à nouveau. Et il s'est dit que ce qu'il avait le plus marqué, enfin, ce qui retenait le plus, c'est l'émotion qu'il avait vécue lui, au contact de ça. C'est un peu égocentrique, mais c'est la réalité quand on vit quelque chose. Bon, voilà. Donc il s'est dit, mais c'est ça que je dois mettre en image. Donc je vais non pas filmer les manchots, mais je vais filmer un gars qui regarde les manchots. Je vais faire une mise en abîme de mon propre projet. Et j'ai eu le privilège d'être choisi avec le photographe terrestre Vincent Munier. Donc Vincent Munier était sur la glace et moi j'étais sous la glace, d'autant que Luc Jacquet n'était jamais allé sous la glace, donc pour lui c'était vraiment un terrain mystérieux. Et donc il m'a proposé ça, ça se refuse pas. Simplement, en éternel insatisfait, j'ai dit oui, mais ça ne me suffit pas parce qu'il y a des choses à faire à grande profondeur. Ok, exercice, comme en patinage, exercice imposé, je m'occuperai des manchots sous la glace. Mais exercice libre, je veux aller voir profond ce qui se passe. Et voilà comment s'est monté ce projet. Donc il n'y avait pas au départ une étude scientifique comme c'est parfois le cas. Ensuite, pour se justifier auprès de l'IPEV, il fallait quand même contribuer à la recherche là-bas pour prendre des places. Parce que quand on part en Terra Deli, on prend la place de quelqu'un. Il y a une 60aine de places sur le bateau qui fait les rotations à partir de septembre et jusqu'au mois de mars ou avril, la dernière rotation. Et il y a des milliers de chercheurs qui candidatent avec des projets. Donc il faut quand même justifier de quelque chose. Donc c'était simplement un travail naturaliste d'inventaire et d'illustration de la faune et flore profonde qui n'avait jamais vraiment été faite. Voilà. Donc on a justifié de ça, et puis ils avaient aussi un intérêt en communication de valoriser cette région gérée par la France. Donc c'est comme ça que le projet s'est construit. Voilà. Du coup, vous saviez déjà qu'il n'y avait que 10 espèces? Oui, j'avais déjà voyagé en Antarctique. J'étais déjà parti. De l'autre côté, là, on était en Terra Deli. Donc la Terra Deli, c'est en gros le sud de la Tasmanie, de l'Australie.
Mais j'étais allé de l'autre côté, au départ d'Ushuaia, en Argentine, en péninsule antarctique. Donc, j'y avais déjà fait des incursions profondes de courte durée. Et j'avais vu que quand on dépassait 50-60 mètres de profondeur, tout à coup, on rentrait dans des jardins luxuriants. Alors que de 0 à 20 mètres, on est dans une zone assez pauvre en vie, enfin assez peu diversifiée, parce qu'entre 0 et 20 mètres, il y a de grands écarts. On est dans des températures extrêmes, presque -2. Donc les conditions sont terribles. Et il y a des changements de salinité énormes près de la surface. Quand la glace se forme, elle relâche de l'eau douce, et puis quand elle fond, enfin c'est l'inverse. Et donc les animaux près de la surface subissent au cours de l'année des changements de salinité qui sont... C'est ce qu'il y a de plus insupportable pour la vie marine, c'est les changements de salinité, plus que les changements de température. Il y a peu d'animaux qui sont capables de vivre eau douce et eau de mer, c'est bien connu. D'ailleurs, on les connaît, ceux qui sont capables de faire les deux. Et voilà. Et en fait, quand on descend plus profond, on arrive dans des conditions plus stables de température, de salinité. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'à ces profondeurs-là, et en plus, il n'y a pas l'érosion annuelle de la glace qui vient tout détruire. Chaque fois que la glace arrive, c'est comme s'il y avait des échouages ou des chalutages sur le fond. Vous voyez. Donc, plus profond, plus stable et plus de richesse. C'est l'explication qui est généralement donnée. Merci. Bonjour, déjà, merci pour cette superbe présentation. Moi, la question que je me posais, c'est le but un petit peu premier peut-être de vos grandes expéditions. C'est un peu à connotation de protection peut-être des écosystèmes ou de sensibilisation, là, comme vous faites avec des conférences. Et du coup, je me disais, est-ce que depuis les années que vous faites ça, vous avez peut-être réussi à faire changer des choses, peut-être au niveau des aires marines protégées ou du point de vue des personnes en fait, qui prennent en compte les lois? Avec mes expéditions, non. Moi, mon constat, c'est que ce discours optimiste de Cousteau des années 70 qui disait on aime toujours ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime, et donc c'est bon, ça va aller. S'il suffisait de faire Enfin, je veux dire, tous les animaux en danger ont fait l'objet d'un travail photographique par des artistes virtuoses. Je ne crois pas que ça les ait pour autant totalement sauvés. Peut-être que ça améliore un peu, voilà. Mais il ne faudrait pas se faire trop d'illusions sur cette idée-là. Après, sensibiliser, inventorier, ça a du sens. C'est quand même mettre sous le nez le fait que ça existe. Vous ne pouvez pas le nier, messieurs les gestionnaires ou messieurs les industriels. Ça existe. Voilà. Il y a une opinion publique qui peut s'en emparer, qui parfois n'oublie pas d'aller voter quand les séries de Netflix sont terminées. Des fois, ils y vont voter quand même. Bref, et ce que je veux dire, c'est que ça, voilà. Et puis, ça c'est tellement démagogue de la part des... Enfin, peut-être certains sont sincères, hein, mais alors ils sont naïfs. Mais moi, parfois, les journalistes ont envie que vous leur disiez que je ferais tout ça pour témoigner et pour sauver. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à y croire. Voilà. Mais je le fais parce que, d'abord, j'y prends un plaisir énorme et égoïste, et voilà, on peut me le reprocher. Je ne suis pas une ONG type Sea Shepherd qui, je ne sais pas quel plaisir ils prennent. Ce qu'ils font est magnifique. Mais aller se battre contre des pêcheurs illégaux, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans l'extase comme moi régulièrement à voir des belles choses. Ça doit être dur. Ou les ONG qui se battent à Bruxelles contre les lobbying de la pêche industrielle et qui essaient de faire passer des lois et qui avalent des couleuvres et qui ont des frustrations. Voilà, eux se battent vraiment et parfois font des choses. Ça, c'est pour la partie vraiment exploration comme ça. Mais l'exploration, elle est nécessaire aussi. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. La base de la science, c'est l'exploration. On ne peut pas protéger ce qu'on connaît, ce qui n'existe pas encore, en somme. Et les choses existent une fois qu'on les a vues et montrées, je crois. Après, avec Andromède Océanologie, ma société, on est très fiers d'avoir fait avancer des petites choses, en tout cas d'y avoir contribué. On a par exemple, depuis la sortie, et même pendant nos études universitaires, on a beaucoup étudié les herbiers de Posidonie, par exemple. Quand nous étions étudiants, on en était à... c'était les balbutiements encore. On nous disait qu'il fallait sur 1 mètre carré compter le nombre de feuilles, que ça permettait de savoir la vitalité d'un herbier. Puis on est passé à des travaux de cartographie de plus grande ampleur. On était encore dans la recherche fondamentale.
Et puis on a commencé à s'apercevoir des méfaits sur les herbiers. Avec Andromède, on a commencé à développer des outils. Il y a une application qui s'appelle Donia qui permet de jeter l'encre au bon endroit. C'est aussi bête que ça. Avoir une application, voir où sont les herbiers et donc jeter l'encre à côté, quoi, et pas dans l'herbier. Voilà. Et petit à petit, et grâce à des images, à la fin, au final, ce qui a été le plus efficace, c'est des images très choquantes qu'on a fait dans le sud de la Corse, où il y avait vous imaginez le sud de la Corse en plein été, il y a des yachts gigantesques. Et on a passé 15 jours en restant à l'affût de ces grands yachts, et chaque fois qu'il jetait l'ancre, ou surtout chaque fois qu'il a relevé, hop, on se mettait à l'eau et on allait filmer ça. C'est Tchernobyl, le film. C'est effroyable ce qu'on a filmé. Et ça a été la petite goutte qui a fini de décider le préfet, pas l'actuel, ni le précédent, celui d'avant, le préfet maritime, de s'emparer de cette histoire-là et de pondre un arrêté clair et net interdisant le mouillage. Au début, les yachtman, tout ça, on dit un nouvel arrêté. Bon, après tout, le Posidonie sont protégés depuis 86 et ça ne change rien, hein, c'est protégé, mais on fait ce qu'on veut. Donc peut-être que l'arrêté, ça va faire la même chose. Il y a un arrêté, mais... Et puis, il y a eu une vraie campagne, ils ont montré l'exemple, ils ont fait une journée, douane, gendarmerie, tout ça. Il y a eu 5 procès-verbaux de placés avec des 50 000 € d'amende, avec des 3 ans de prison avec sursis, enfin du lourd, quoi. Hein. Et alors là, tout le yachting a été au courant de ça. C'est d'ailleurs monté jusqu'à l'Élysée du lobbying, et l'Élysée est redescendu sur le préfet en disant hey, « Vous ne faites pas un peu de zèle, là, parce qu'il y a des copains qui ne sont pas contents ». Et du coup, le préfet est revenu vers des structures comme la nôtre, mais d'autres, pour continuer ce travail de cartographie, pour bien montrer que cet impact est réel. Et ça tient, voilà, cet arrêté tient. Alors ça, c'est peut-être une victoire de l'image, voilà, voilà. Mais voilà. Il n'y a pas que nous, hein, en même temps. Donc, voilà. Merci. Ah. Quelle est en gros la profondeur maximum qu'on pourrait explorer? Ouais, en plongée humaine, j'entends, pas avec des robots ou des sous-marins. En plongée humaine, beaucoup disent que jusqu'à 300 mètres, physiologiquement, on sait faire. On sait donner les bons gaz, on sait gérer les décompressions. Au-delà de 300 mètres, ça commence à être très compliqué, parce que même l'hélium, qui est notre salut à grande profondeur, devient lui aussi neurologiquement toxique. Il entraîne des syndromes qui font que ce n'est pas supportable. Donc c'est peut-être là. Mais il y a d'autres problèmes qui arrivent avant, la gestion du froid, la gestion de plein de choses. Donc je ne sais pas, ce qu'on pourra faire de plus, mais après tout, il y a 50 ans, ce qu'on fait aujourd'hui paraissait impossible. Donc voilà. Moi, s'il y a des gars qui ont des idées de se faire brancher, des greffes de branchies, il y a par exemple un principe très simple qui peut paraître efficace. Le problème de la respiration sous pression, c'est que l'oxygène qui est vital, paradoxalement, c'est lui qui est toxique aussi. Donc on est obligé de le diluer. Plus la pression augmente, moins on peut mettre d'oxygène dans ce qu'on respire. Sinon, ce serait tout simple. On met 100% d'oxygène, l'oxygène, on le métabolise, on le brûle, donc il ne s'accumule pas, donc pas de décompression. Voilà. Sauf que l'oxygène pur, passé 7 mètres de profondeur, il vous envoie en épilepsie immédiatement. Donc on le dilue. On le dilue en plongeant avec de l'air, 80% d'azote, et puis quand on est plus profond, encore plus. À ces plongées extrêmes, on n'a plus que 3% d'oxygène. Nécessaire, hein, s'il n'y a pas les 3%, là on meurt. Mais 4%, c'est déjà trop. Vous voyez, voilà, 3%. Donc c'est ce gaz neutre le problème. Donc comment faire pour l'enlever? On peut pas. Sauf si on shunte la respiration. On pourrait imaginer comme une dialyse, une entrée veineuse, une entrée artérielle, et une machine qui est capable d'oxygéner du sang, je ne sais pas comment encore, personne ne le sait, je pense. Et donc on shunterait la respiration et on nourrirait le sang d'oxygène, et puis on le nettoierait par une sortie veineuse. Voilà. Moi, je suis chaud. Non, mais voilà, ça c'est juste une idée utopiste, c'est pas la mienne, hein, voilà. Mais techniquement, on ne sait pas. Vous savez que pour faire de l'échange d'oxygène, la surface des poumons, c'est un terrain de foot. Ramenez-la. Donc, technologiquement, comment faire une telle surface d'échange qu'on aurait dans le dos, c'est pas simple. Plus comment voilà, épurer le CO2 derrière, etc., etc. Mais non, je pense que si on n'a plus que l'oxygène dans le sang et plus de gaz neutre,
La pression, oui, alors peut-être à des très très grandes profondeurs, où là, il y a de nouveau un effet mécanique, mais on pourrait sans doute descendre à quelques milliers de mètres s'il y avait cette technique-là, sans compter le froid, bien sûr. Voilà. Là, on est dans l'utopie, mais ça me plaît bien d'y réfléchir. Et je crois que quelqu'un aura l'honneur de poser la dernière question. Oui. Ah, merci beaucoup. Alors, merci pour cette super présentation. Enfin, j'ai adoré voir toutes ces belles images et avec la profondeur à laquelle vous étiez, je me suis demandé en termes de lumière, on doit avoir du coup beaucoup moins de lumière que ce qu'on peut observer à 20 mètres ou à 30 mètres. Et je me demandais quel genre d'appareil vous pouviez utiliser pour capter cette lumière et si vous aviez une bonne visibilité quand même sous l'eau vis-à-vis des images que vous preniez ou vis-à-vis de ça. Alors, la zone complètement aphotique, où la lumière est vraiment plus présente, c'est au-delà de 200 mètres. Jusque-là, il y a des lueurs qui pénètrent, qui persistent. À 120 mètres, il y a même des endroits où c'est relativement lumineux. Là, le Cap Corse dont je parlais, 120 mètres du sable blanc au fond, c'était vraiment très lumineux. Maintenant, ça reste la lumière d'un clair de lune. Hein. C'est quand même c'est pas énorme. Hein. Mais évidemment, avec les appareils photo modernes, par exemple, moi j'utilise le Nikon D6. Ils seront contents de le savoir. Merci l'occasion de remercier les sponsors. Avec le Nikon D6, ça m'arrive de faire des photos jusqu'à 30 000 ISO. Pour ceux qui font de la photo, ils vont mesurer que c'est énorme, 30 000 ISO. En tout cas, il y a 15 ans, quand j'étais encore en argentique avec des films, je faisais ces mêmes plongées, plus ou moins. Je voyais des choses que je ne pouvais pas photographier, puisqu'à cette époque-là, quand on poussait un film à 800 ISO, c'était déjà exagéré. Et là, on est à 30 000 ISO, c'est-à-dire qu'on voit mieux qu'à l'œil nu. Voilà. L'appareil photo voit mieux que l'œil humain. Combien de fois, dans ces pénombres-là, je fais une photo, et puis je vois mon appareil, incroyable, il y a un rocher là-bas, je ne l'avais pas vu encore. Voilà. Donc ça compte énormément. Et après, ramener un peu de lumière artificielle, mais très très légère, parce que précisément quand on a mis 30 000 ISO pour capter la lumière naturelle très faible, si on rajoute de la lumière artificielle dessus, on crame tout. C'est comme les phares d'une voiture sur la route, tout est noir autour, quoi, du coup. Donc il faut mettre les flashs aux puissances minimum, et même souvent c'est pas assez, donc je rajoute des filtres neutres dessus. Voilà. Mais là j'en ai trop dit, tout le monde va faire des photos profondes maintenant. Voilà. Mais voilà, ça se passe finalement très, très facilement désormais. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Balesta. Merci, c'était un vrai plaisir. Je pense que là, vous avez mis des images dans la tête de tout le monde. C'était un bonheur, effectivement, de vivre un petit peu, grâce à vous, cette expérience assez unique que vous avez mise au point. Vous pouvez retrouver l'interview de Laurent Balesta dans le magazine de la rédaction de Midi Libre qui est paru la semaine dernière. Et puis, on aura la chance, effectivement, de pouvoir profiter d'un replay de cette conférence grâce à Laurent. Un grand merci à vous pour votre participation. Vous avez droit à un quart d'heure de pause jusqu'à la prochaine conférence à 15h45 sur la décarbonation des ports. Merci à tous.